Bonsoir très chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout, vous êtes au Mali, vous êtes au Congo-Brazzaville, vous êtes partout en Afrique, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Ce soir, nous allons parler de l'entrepreneuriat, plus précisément oser l'entrepreneuriat en RDC avec notre invité de ce soir. Bonsoir Eugène Kondolo. Bonsoir. Eugène, vous êtes coach et celui qui est l'auteur du livre Oser l'entrepreneuriat en RDC. C'est la raison pour laquelle vous êtes dans le magazine Data Market. Ma première question, comment vous présentez l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je suis co-auteur parce que je ne suis pas seul. Il y a Jean-René Kuilou que je salue parce qu'en fait, il est de passage ici. Il réside au Canada. Donc, nous avons coécrit avec lui. Lui, c'est un économiste. Moi, je suis un homme de terrain. Et voilà, un entrepreneur rodé par rapport à la réalité. En fait, la façon la plus facile de définir l'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre. Mais en fait, au-delà de ça, il y a un besoin réel. Je définis toujours l'entrepreneuriat comme la conjugaison de deux concepts. Servir et avoir de bénéfices. Donc, qui dit entrepreneuriat dit service et bénéfices qu'on en tire. Mais Eugène, nous remarquons à la mode, tout jeune se dit entrepreneur. Tout jeune veut entreprendre. Ma question, ma réflexion, est-ce que l'entrepreneuriat c'est un fait de mode ou c'est parce qu'il manque l'emploi? Les jeunes ne savent pas se faire engager pour trouver un emploi rémunérateur et ils se tournent vers la création des entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? D'une chose les deux, je vais dire comme ça, c'est vrai que le contexte congolais, quand on regarde de près l'écosystème congolais, il dicte effectivement qu'il y ait une alternative. Pourquoi? Parce qu'il y a la question de l'emploi et de l'employabilité. Certes, la question de chômage, la question de l'employabilité est une question aujourd'hui carrément universelle, si je me permets le terme. Partout, dans n'importe quel pays du monde, on en parle. Mais il y a des pays qui ont, j'allais dire, permettez-moi de le dire comme ça, qui ont carrément saturé leur marché. C'est parce qu'en fait, ils ont tellement exploité les secteurs qu'il n'en reste pas beaucoup de choses pour répondre à d'autres besoins par rapport aux jeunes qui arrivent. Mais ce n'est pas le cas du Congo. Le Congo, le marché est vierge. Le Congo, on n'a pas encore suffisamment fait ce qu'il fallait qu'on fasse. Donc, il y a un grand potentiel du marché, mais on ne parvient pas à combler ce potentiel pour donner de l'emploi à la jeunesse. Et du coup, ça devient une question généralisée. Et les quelques secteurs qui peuvent fournir de l'emploi, dans les secteurs privés, si on veut regarder là, ce secteur, en fait, a un certain nombre de pratiques qui mettent en mal les jeunes qui veulent chercher de l'emploi. C'est notamment la question de 5 ans d'expérience pour avoir de l'emploi alors qu'on sort de l'université. Et pour avoir cette expérience, il faut travailler. Comment les jeunes doivent s'y prendre? C'est la question notamment de la sous-traitance qui n'est pas bien régulée. Ce n'est pas au départ une mauvaise question. La sous-traitance est une pratique qui peut, si elle est mieux régulée, peut servir utilement. La question notamment de stages prolongés. Donc, dans les secteurs privés, c'est la loi de la jungle en fait. C'est-à-dire les jeunes sont à la merci de l'employeur et qui peut faire des choses au regard de ses humeurs. Je prends un exemple. Aucune entreprise publique n'organise un concours transparent qui donne la chance à tous les jeunes Congolais pour qu'ils puissent compétir. Mais on peut apprendre de temps en temps, on a engagé à l'OCC, on a engagé, mais en fait, il n'y a pas de canaux transparents qui puissent permettre à tous les jeunes Congolais de rêver de la même façon et d'avoir les mêmes chances égales. Et du coup, quand l'État est défaillant sur cette question, il ne peut pas non plus avoir suffisamment de la hauteur pour réguler dans les secteurs privés. Alors, tout l'ensemble de cette question fait que la seule alternative que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est que les jeunes puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais au-delà de ça, effectivement, plusieurs, aujourd'hui, les font soit par effet des modes. Mais l'entrepreneuriat a son étape embryonnaire, qui est juste d'abord un réflexe de survie. Mais il faille maintenant professionnaliser cela. Quitter de l'étape embryonnaire, d'un réflexe de survie, à une activité professionnelle qui assure une croissance au-delà de ce qu'on peut avoir comme routine pour avoir des petits bénéfices journaliers et s'arrêter là. Eugène, vous ouvrez une petite brèche. C'est vrai, problème d'employabilité, problème de qualification. Mais est-ce que ce jeune qui sort de l'université ou ce jeune qui a terminé l'université
depuis quelques années. Est-ce qu'il se donne cette chance de renforcer ses propres capacités? Il y a les bibliothèques, il y a Internet, on peut faire des recherches. Il faut se renforcer en langue, par exemple, connaître l'anglais. Vous avez des entreprises qui vous demandent pour être engagé, il faut avoir un permis de conduire. Mais tout ça, est-ce que le jeune lui-même ne se met pas au diapason pour combler ce gap au lieu de se retourner dans une stratégie de survie qui est de créer ma propre vision pour créer des richesses, des AGR, activités génératrices de ressources ou de revenus, que l'on confondrait peut-être à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? Vous ne voyez pas quelque part, ce sont ces jeunes aussi qui sont un frein à leur propre décollage? Là, nous sommes en train de parler d'une autre chose. Déjà, en fait, même si ces jeunes apprenaient l'informatique, apprenaient l'anglais, apprenaient tout ce que vous voulez, avaient le permis de conduire, aussi longtemps qu'il y a 10 postes d'emploi pour 1000 jeunes, même si les 1000 jeunes avaient la formation dans ce domaine, ils n'auront pas cet emploi. Parce qu'il n'y a pas de magie qui va se passer parce qu'ils se sont conformés à cela et puis les emplois vont se créer. Une chose est vraie, il faut d'abord que l'on puisse avoir ces emplois, que l'on puisse avoir ces postes vacants, pour qu'on se dise réellement que bon voilà, il y a des postes, mais il manque des gens. Et puis après, dans le monde de l'emploi, il y a toujours des subjectivités. Il y a toujours des subjectivités. Tous les critères que l'on fait, ce n'est pas de l'évangile. C'est pas de l'évangile. Aujourd'hui, rien ne peut prouver que parce que quelqu'un ne connaît pas l'anglais, je ne suis pas contre, j'encourage souvent les gens à connaître, qu'il est incompétent pour faire un certain nombre de travail. Voyez-vous, nous sommes un pays au départ francophone. Le président de la France, il a fini, il est devenu président, mais il ne connaît pas l'anglais. Je parle de l'ancien, François Hollande. C'est l'actuel parce qu'il était dans le monde des affaires et tout ça. Donc ce n'est pas une obligation au premier pas. Parce que nous avons une déclaration que notre pays est un pays francophone. Si nous sommes dans un pays francophone et que les entreprises qui viennent pour engager les jeunes ne se conforment pas à cette formalité de francophonité, si je me permets le terme, c'est qu'il y a un problème. Quand on est un pays fort, on édicte ses propres lois par rapport à même ceux qui viennent pour travailler dans ces secteurs. On serait plus fort, on dirait aux entrepreneurs, aux investisseurs, voilà notre code, voilà comment vous devez vous comporter vis-à-vis de nos jeunes et on aurait moins de problèmes. C'est l'État qui devrait édicter les règles. Ce ne sont pas les entreprises qui viennent édicter les règles. Mais maintenant, voilà, pendant que nous y sommes, est-ce que les jeunes sont obligés seulement de se conformer à un certain nombre de choses pour pouvoir satisfaire l'employeur? Oui, il est de notre devoir parce que le monde est compétitif. Le monde est compétitif, il faut que la jeunesse puisse se remettre à niveau. C'est très très important. Tota huitas la est, toute la vie est une école. Il faut apprendre à s'habiller pour le poste que l'on veut. C'est très important de se mettre à jour, c'est très important de se donner des outils. Aujourd'hui, la jeunesse a plus de chances que 10 ans passés, que 20 ans passés. Aujourd'hui, l'Internet est à la portée de tout le monde. Avec quelques mégas, on peut surfer facilement, avoir des informations utiles, se remettre en cause. Il y a des tutoriels, on peut apprendre. Moi, la plupart de meilleurs amis que j'ai qui sont informaticiens, ils ne sont pas le produit des instituts supérieurs en informatique. La plupart, ce sont des autodidactes. Ils se sont perfectionnés. L'informatique est complexe aujourd'hui. On sait que à l'état où nous sommes, il y a 10 ans, les analphabètes, c'était des gens qui ne savaient pas lire et écrire. Aujourd'hui, l'analphabète du XXe siècle, c'est celui qui ne sait pas faire usage de l'informatique et des nouvelles technologies. Et par conséquent, les nouvelles technologies peuvent s'apprendre par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des tutoriels, il y a des gens qui peuvent se remettre à jour sans forcément aller à l'école. Est-ce que je suis en train de faire l'apologie des autodidactes et je remets en cause les études? Non. Encore que ces études devraient répondre aussi aux besoins du marché. C'est très important. Est-ce que nos universités, est-ce que le cours, est-ce que le format, le programme actuel de l'enseignement répond à l'exigence du marché? Il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Quand on sait que le 4 derniers classements, les 4 dernières années, des 100 meilleures universités en Afrique, il n'y a aucune université congolaise parmi, je dis bien, les 100 meilleures universités. Donc il y a lieu de se remettre en cause. Parce que quels sont les critères que l'on prend en compte? C'est l'accès à Internet, c'est le renouvellement de la bibliothèque, c'est la qualité de professeurs et aussi la quantité des professeurs. Combien de professeurs pour combien d'étudiants? C'est les infrastructures. Et répondant à tous ces besoins-là, aujourd'hui, nous ne sommes pas classés parmi les meilleurs. Et par conséquent, cela a des retombées sur nos jeunes, cela a des retombées sur nos enfants. Ne demandons pas à tout le monde d'être des gens
qui sont des autodidactes qui se forment. C'est exceptionnel d'être autodidacte. La règle, c'est qu'on doit donner la formation adéquate, on doit avoir un programme qui se doit pour que les jeunes soient compétitifs. Et là, c'est d'abord au niveau de trouver l'emploi. Et ici, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat. Parce que vous avez posé la question, la différence entre des petites activités génératrices de revenus. C'est ce que j'appelais tout à l'heure ici, le réflexe de survie. Parce qu'on manque du pain, parce qu'on a été à l'école, on a fait le droit et qu'on n'a pas trouvé de l'emploi dans un cabinet ou un autre. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve au coin en train de faire, je ne sais pas moi, la cabine, en train de faire l'échange, en train de faire un coup de main quelque part parce qu'on veut avoir de quoi mettre sous la dent, pourvu qu'on ne soit pas vu comme un fainéant à la maison, comme un grand garçon qui n'est là que pour manger les foufous de maman. Donc, ce réflexe de survie peut être effectivement capitalisé, professionnalisé, transformé, avec beaucoup plus d'imagination dans une vraie entreprise professionnelle et on peut se faire plus de petites et moyennes entreprises avec un peu de lucidité. Et encore cela demande que l'on se forme. Parce qu'une chose est d'avoir un talent, de découvrir une capacité à faire quelque chose dans un domaine, mais une autre est de le professionnaliser et de voir comment capitaliser pour avoir suffisamment de ressources et assurer la croissance. Eugène Kandolo, sans vous interrompre, la réflexion, est-ce que l'entrepreneuriat est un fait de mode dans notre pays, dans la plupart des pays africains qui ont la même situation que la nôtre? Est-ce que c'est un réflexe de survie? Comment vous pouvez dénoter cela? Nous vivons un effet de mode. Est-ce que ces jeunes-là comprennent? Il y a de tout cela. Vous avez des blogs sur Internet, plateforme de jeunes entrepreneurs RDC. Vous allez de l'autre côté sur Internet, plateforme. Mais vous regardez les contenus parfois creux. Est-ce qu'il y a un problème au départ de la conception? C'est quoi l'entrepreneuriat pour ces jeunes-là? Ce qui est vrai aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça fait sexy. Les jeunes, ils aiment ça. Les jeunes, ils aiment l'effet des modes. Si vous regardez bien, il y a deux concepts aujourd'hui qui sont vraiment à la mode, ce leadership et entrepreneuriat. Et du coup, en fait, c'est comme ça qu'on a une série de start-upers, ils aiment s'appeler comme ça, je ma start-up, ils aiment les mots en anglais, ils aiment le business plan, ils aiment le business model. Mais en fait, c'est des concepts qui restent creux quand on ne sait pas effectivement montrer comment on va réaliser. Aussi longtemps qu'on ne sait pas quel est le service que l'on rend, et comment nous démontrer les bénéfices qu'on a eu de ces services. On ne parle pas de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas juste une volonté de faire et une collection de mots en anglais pour frimer. Et malheureusement, de plus en plus, c'était ça. Et aussi, il y a une série, je ne sais pas si vraiment il faut encourager ça. Ça dépendra de la lecture que chacun fait. Mais je crois que la plupart des gens que l'on prend comme modèle dans l'entrepreneuriat, ils n'ont pas gagné à un concours. Cet entrepreneuriat des concours, moi, ça me dérange un peu. Et c'est tous les jeunes qui connaissent tout de sites et de formulaires à remplir pour le concours Tony Eloumelou ou je ne sais pas moi. On va y arriver. Mais en réalité, ils ne savent pas entreprendre. Tout à fait. Ils savent tout comment remplir les formulaires pour gagner un prix effrimé. Mais ils ne savent pas comment nous montrer comment il a vendu une chemise et comment il s'est fait des bénéfices et comment il a fidélisé ce client. Ça, c'est très important. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a toujours un service rendu et il y a des bénéfices qu'on a eu après. Si tu fais 5 ans d'entrepreneuriat, tu n'as jamais eu un seul bénéfice, mais tout ce que tu as su faire, c'est gagner un concours de Tony Eloumelou. Je suis désolé, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Oui, Eugène, vous m'avez dévancé. L'entrepreneuriat, au premier degré, c'est du business. Ouais. Vous vendez des services ou des biens. Exactement. Vous Des gagnez, idées, vous vivez voilà. de cela. Ça vous paye la maison, ça prend soin des enfants, Exactement. du ménage. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'étais en train de dire. Dans la conception même, l'entrepreneuriat est rendu comme une belle activité sans but lucratif. Donc, vous êtes des entrepreneurs sous forme des ONG. C'est la raison pour laquelle vous avez des sociétés de télécommunications, des banques qui mettent des formats, des jeux concours pour gagner l'entrepreneuriat. On vous dit d'écrire des projets. Vous n'avez jamais connu écrire ces projets. Vous, en tant que coach, On vous formalise. vous, en tant que formateur dans cette question d'entrepreneuriat, quelles sont les bases que ces jeunes doivent avoir? C'est quoi le départ dans l'entrepreneuriat? Quel est le départ? Parce que dans tout voyage, il y a toujours un départ. Mais le départ, c'est l'idée.
l'idée. Il faut toujours avoir une idée de faire quelque chose. Et ici, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, l'idée c'est comment je vais être utile, comment je vais rendre service. Et son business modèle, c'est comment je vais rentabiliser avec ce service que je vais rendre. C'est la simple des questions que l'on se pose. D'abord, il faut qu'on fasse un distinguo. Il y a 3 types d'activités dans l'entrepreneuriat. Il y a achat et vente, c'est ce qu'on appelle commerce. Il y a des gens qui sont forts dans ça. Parce que beaucoup de jeunes qui parlent beaucoup plus application, ils croient qu'ils sont plus entrepreneurs que les jeunes qui sont à Zandou avec qui vendent de l'huile de palme. Voilà, qui vendent. Ils sont plus entrepreneurs que quiconque. Parce que le commerce, c'est la première activité de l'entrepreneuriat. Achat et vente. C'est-à-dire, tu achètes tes cabellos, tu achètes tes sacs Gucci, tu revends. Tu n'as pas besoin de l'application pour faire ça. Tu fais ça. Deuxième activité dans l'entrepreneuriat, c'est la transformation et vente. Ça veut dire, tu achètes le soude caustique, ou je ne sais pas moi, avec quel produit, tu fais du savon. Tu achètes la farine de fromage, tu mélanges avec du sucre vanillé, du sel, de l'eau et de l'huile, tu fais des beignets. Donc un entrepreneur, c'est d'abord un commerçant. Exactement. Il doit savoir le b.a.-ba du commerce, il doit savoir vendre. Et la première des activités, c'est le commerce. La deuxième des activités, c'est la transformation ou fabrication et vente. Donc au bout de tout, il y a la vente. Et la troisième activité dans l'entrepreneuriat, c'est les services. Les gens qui coiffent, ils n'ont pas besoin de trucs. Donc, tu as les gilettes, tu coiffes. Les gens qui tressent, les dames qui tressent les autres dames, qui plantent les cheveux. Ils font des activités entrepreneuriales, quitte à ce qu'elles sachent comment moderniser ça, professionnaliser ça et assurer des coûts d'échange par rapport à leur croissance. C'est très important. À part ça, il n'y a pas autre activité. Tous les entrepreneurs du monde ne font que ces 3 activités. Quand tu mets en place un logiciel et ça te rapporte de l'argent, tu as rendu service et les gens ils te donnent de l'argent. Quand tu mets en place un service par exemple de cleaning, tu fournis à des sociétés, tu rends service et on te donne de l'argent. C'est exactement comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on a comme impression que l'entrepreneuriat rime avec application. On fait des applications de tout sauf rien. Un jeune se réveille le matin, il est incapable de vendre une chemise de façon physique comme ça à quelqu'un parce qu'il est insolent au départ, mais il va faire une application de vente en ligne. Comment tu peux me convaincre que tu peux vendre en ligne alors que tu es incapable de me vendre comme ça de voix? C'est déjà compliqué. Donc l'entrepreneuriat, les applications, Internet et tout ça, ça vient moderniser quelque chose que l'on faisait déjà de façon rudimentaire, de façon physique. Donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas un effet de mode. Malheureusement, ça donne l'impression que c'est un effet de mode. Donc c'est-à-dire les gens se lancent juste pour finir. Moi je connais. Mon livre ici, j'ai un des partenaires qui vend ça en ligne. On fait des commandes, ça se passe bien. Mais j'en ai eu d'autres pour rire. Donc, c'est-à-dire, ils sont venus, bon voilà, on fait des ventes en ligne. Mais ça ne marche pas. Mais ils connaissent tout, des applications et des formulaires de Tony et Lumelo. Mais après, en fait, et ceux qui choisissent les trucs, vous verrez qu'ils ont tendance à orienter. Et ça limite la créativité de l'entrepreneur. Un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit focaliser, qu'on doit cloîtrer. Je disais tout à l'heure, les grands noms dans l'entrepreneuriat, ils n'ont pas gagné au concours. Ils n'ont pas donné un business plan à un bailleur de fonds quelconque au départ. Quand ils ont commencé leur activité, ils ont osé eux-mêmes. Un entrepreneur, c'est celui qui sait vendre sa propre chemise, sa veste pour financer. Parce que comment tu peux imaginer que l'on croit en ton projet si toi-même tu ne crois pas? Or, tu as un téléphone, tu as une veste, sache vendre cela et financer pour nous montrer que tu es capable de faire ça. Moi, quand je prends les risques, j'investis. C'est de l'argent que je mets ici. Oui. J'investis, j'édite mes livres. Je mets de l'argent pour les concepteurs, les créas et tout ça. Je mets de l'argent pour l'impression et quand ça sort, je sais que je dois me battre pour vendre. C'est-à-dire, l'entrepreneur, il sait faire, prendre de risques, mettre de l'argent, mettre son énergie, mettre son temps dans son projet et voir ce projet effectivement devenir une réalité et vendre. Aussi longtemps que vous n'avez pas rendu service et que vous n'avez pas eu des bénéfices, donc on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat. Effet des mots, il y en a vraiment avec plusieurs dérapages. Tout ce que les jeunes doivent savoir, c'est qu'il faut avoir une idée. Ce qu'il faut avoir une idée de départ. Mais cette idée doit répondre à une satisfaction, à un besoin bien déterminé. Comment on entreprend? On entreprend parce qu'on a des talents innés, ça c'est un. Mais on entreprend aussi parce qu'on a eu une formation dans un domaine. Tu ne peux pas entreprendre dans un domaine que tu ne comprends pas. Si au départ c'est la passion juste qui te faisait, tu dois te donner des connaissances dans ces domaines. Tu dois te mettre à jour, update. Tu dois vraiment te mettre à jour de manière à ce que tu puisses avoir des connaissances et des canaux basiques qui te permettent à ce que tu sois performant dans ces domaines. Sinon, tu es à côté de la plaque, tu vas frimer, tu vas mettre beaucoup de poudre au visage, tu vas faire des photos, mais en réalité, tu n'es pas en train d'entreprendre. Après 10 ans, on se regardera dans les yeux, on se dira, mais où est-ce que tu en es?
Je veux te faire rire avec une petite anecdote. J'ai rencontré un jeune qui est dans l'entrepreneuriat. Il me dit ouvertement, il dit, ah, grand frère, je suis entrepreneur, ça fait plus de 6 ans, mais je ne sais pas comment gagner ma vie. Je lui pose la question, je dis, bon, si pour toi l'entrepreneuriat, c'est faire des efforts pour ne rien gagner, je ne sais pas en quoi tu es entrepreneur. Quelque part, ce n'est pas ce concept qui a détruit l'entrepreneuriat en elle-même. Parce que j'ai compris que l'entrepreneuriat, au premier degré, c'est être commerçant. Vous vendez d'abord des services ou de biens à une communauté. Ça fait moins branché, en fait. Voilà. Je connais des gars qui ont des boutiques d'alimentation dans des coins qui ont multiplié. Maintenant, ils ont des vivres frais, ils ont beaucoup de choses. Ils ont même des véhicules en train de faire. Des cousins que je connais, des jeunes gens, mais ils ne se sont jamais appelés entrepreneurs. Ils font de l'entrepreneuriat, ils ont beaucoup d'argent. J'en connais un qui a même acheté une partie de trucs. Il n'a même pas encore 30 ans, mais il ne s'appelle pas entrepreneur. En quoi il est moins entrepreneur que ces jeunes qui a juste une application, juste parce que en fait, ça fait effet de mode. Les gens ne sont pas réalistes. Si tu ne sais pas gagner de l'argent dans ce que tu fais, il faut arrêter, passer à autre chose. Il faut, soit tu crois que ça va aller un jour, tu te donnes le temps et les moyens. Mais si c'est juste pour frimer et cela jouer cool, je suis désolé. Mais Eugène, l'étude du marché, l'huile de palme, prenons le cas, nous allons faire une évaluation. Tous les ménages que nous avons préparent des légumes. La cuisine africaine congolaise est basée sur l'huile de palme. L'huile de palme est un besoin intarissable. Exactement. On a besoin de l'huile. Mais ça fait moins branché de vendre l'huile de palme pour les jeunes. C'est ça le problème. Maintenant, pourquoi tous ces jeunes dévient de la trajectoire? Parce que entreprendre, c'est rester basique. Aider la communauté. Moi, je vais chercher de l'huile de palme pour venir vendre sur le marché parce que je vais aider mes mamans dans le quartier de ma communauté. Toute personne qui prépare, même dans les restaurants, même là où nous sommes maintenant à l'Hacienda, il y a une certaine cuisine aussi qui peut se faire avec l'huile de palme. Mais il y a ce besoin, même partout où vous allez. Les pondous, c'est bon quand c'est fait avec l'huile de palme. Mais je me pose la question. Pourquoi ne pas rentrer dans ce basique comme ça se faisait? On le reconnaissait vers les années 90, début 2000, il n'y avait pas cette question d'entrepreneuriat. Les jeunes prenaient leur camion pour aller dans le Bandundu, Bakongo, pour aller acheter de l'huile de palme, des sacs de cossette de manioc. Mais pourquoi quand on parle maintenant de l'entrepreneuriat, tout le monde se perd, ces jeunes se perdent. Or, dans le basique, vous voyez, vous étiez en train de voir des jeunes prendre des camions. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui vont à Loufou, vous le dites bien, qui ne s'appellent pas entrepreneurs. Moi, maintenant, ma question avec les téléspectateurs, nous voulons comprendre pourquoi on se perd. Pourquoi on se perd? Pourquoi tous ces jeunes qui se disent entrepreneurs, qui font des applications, se perdent? Pourquoi? Non, mais en fait, on ne se perd pas. Parce que si vous le dites comme ça donne l'impression que tout le monde fait la même chose. Non. Il y a des gens qui sont consciencieux de ce qu'ils veulent. Mais il y a des gens qui veulent tromper les autres et se tromper malheureusement eux-mêmes par conséquent. C'est ça en fait le problème. Tous les jeunes ne se comportent pas comme ça. Il y a des jeunes, est-ce que je suis en train de dire que c'est mauvais d'utiliser les applications? Non, il y en a qui utilisent efficacement. Moi j'ai des partenaires, je parlais d'un des partenaires qui vend mes livres en ligne. Il n'est pas Amazon, il les fait localement et c'est efficace. Il ne trompe pas les gens, il ne multiplie pas des affiches avec de belles photos pour qu'après les gens ne soient pas satisfaits. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose. Avec les mondes virtuels actuels, beaucoup de jeunes sont comme il se connaît avec un ami qui sait un peu faire des affiches, ça tire, c'est beau, mais en réalité, derrière, il n'y a pas une satisfaction client. Il n'y a pas de plus belle publicité qu'une satisfaction d'un client. Parce qu'un client satisfait, c'est un nouveau marché que tu as derrière lui. C'est très important. Les gens n'ont même pas de service après-vente. C'est-à-dire quand quelqu'un t'apporte un service, tu te dis, bon voilà, comme la jeunesse congolaise aime des slogans, il y a par exemple un slogan qui dit Tofulana. Tofulana, oui. Alors, du coup, tu achètes juste dans le sens de Tofulana. Mais qu'après, on finit, tu n'as pas été satisfait. Du coup, tu es déçu. La prochaine fois, je ne veux pas acheter juste parce que tu es jeune ou bien ta tête me plaît. Mais moi, je vais être satisfait. C'est clair. Si la première fois, je me suis fait duper au nom de la solidarité de la jeunesse, la deuxième fois, ça ne sera pas le cas. Il faut que je puisse avoir des résultats. Moi, je ne vais pas avoir de problème après. Parce qu'il faudrait que si c'est quelque chose à manger, que ça soit bon dans la bouche, que ça soit aussi bien dans le ventre. C'est très important.
Et si c'est quelque chose, je ne sais pas moi, un habit, il faut que ça me va. Et ça m'aille. Donc, c'est très important à le savoir. Il faut que le jeune qui veut entreprendre sache, que je dois rendre service. Mais si je dois rendre service, si c'est par passion, je dois apprendre. Je ne dois pas rester au niveau de la passion. Je dois apprendre pour mettre en place de mécanismes efficaces qui me permettent effectivement d'atteindre les objectifs. Atteindre les objectifs, c'est quoi? C'est satisfaire un client. Atteindre les objectifs, c'est avoir de bénéfices derrière un client satisfait. Pas avoir des bénéfices derrière un client floué. Parce qu'après, tu as perdu le marché et tu n'iras nulle part. C'est très très important à savoir. Et si ton activité implique que tu dois le faire via les applications Internet, gloire à Dieu, c'est très bon. Mais si ce n'est pas un must, si tu les fais juste pour frimer et pour montrer que tu es à la page, tu vas tromper les publics et tu vas te tromper toi-même. 5 ans, 10 ans après, on se rendra compte que tu n'as jamais été un entrepreneur, c'était juste un frimeur. Et après, tu vas te rendre compte toi-même de ce que tu seras. Parce que les autres seront déjà avancés. Ceux qui vendent l'huile de palme seront déjà avancés. Ceux qui font des alimentations et tout seront stables. Ils auront envoyé des enfants à l'école. Ils auront le moyen de se taper de voyage un peu partout, là où ils veulent. Et ils seront mis de leur côté une sorte de sécurité financière parce qu'ils ont été suffisamment humbles, ils savaient ce qu'ils étaient en train de chercher. Ils ne le faisaient pas pour le beau aux yeux des gens, mais ils étaient consciencieux de l'avenir qu'ils étaient en train de préparer. Parce que l'entrepreneuriat est censé préparer l'avenir d'un groupe de gens. Toi en première position, et des gens qui dépendraient de toi. C'est des gens des familles. Un entrepreneur crée de l'emploi pour les autres. Et ces emplois doivent effectivement garantir une sorte de sécurité. Ça ne doit pas être juste, voilà, un feu d'artifice ou je ne sais pas moi, une sorte de poudre aux yeux d'arbre. Ça doit être cheminé et ça doit rassurer. Et c'est ça le problème que nous avons eu. Voilà pourquoi je disais que c'est une alternative. Parce qu'à côté de la question de l'emploi et de l'employabilité, la question du chômage, il y a une question. Dans notre pays, il n'y a pas de classe moyenne. Donc l'entrepreneuriat résout aussi en même temps cette question de création des classes moyennes. On a eu l'illusion à un certain moment que la classe moyenne c'était peut-être les familles de Onatra ou je sais pas moi de la Miba ou de la Gécamine. Il a fallu que ces entreprises tombent en faillite pour qu'on se rende compte que c'était carrément un château construit sur du sable. Et puis à un moment on a eu l'illusion que la classe moyenne c'est de jeunes gens qui partent dans des banques parce qu'on les oblige d'être du lundi à vendredi en veste. C'est juste une illusion parce que est-ce qu'ils ont suffisamment des moyens pour se mettre à l'abri? Une fois, une banque les met à côté, 2 mois suffisent pour qu'on voit que ce jeune est en train de souffrir. Il suffit qu'après 2 mois qu'il ait manqué son salaire, il y a des difficultés. Après, on a eu aussi l'illusion que la classe moyenne, c'était des organismes internationaux. Encore une fois, les organismes internationaux, il n'y a pas de décompte final, il n'y a pas d'indemnité de sortie et autres. Ça peut être peut-être fait symboliquement. Mais après, donc, ce sont des projets à durée déterminée. On ne peut pas bâtir toute sa vie sur ces choses. Il faille réellement que l'on puisse créer une classe moyenne. Et l'un des moyens, sinon les moyens les plus efficaces d'avoir une classe moyenne dans notre pays, c'est d'encourager l'entrepreneuriat et de créer un écosystème entrepreneurial favorable. Il ne faut pas aussi que l'on puisse faire fuir les quelques investisseurs qui étaient là, comme c'est le cas, parce qu'effectivement, l'un des prétextes de cette émission, c'est que nous sommes en train de parler dans un contexte où Samsung est en train de partir, Nestlé avait déjà fermé, Asson et Frères est parti. Quelqu'un posait la question ce matin, mais Samsung part, qu'est-ce qu'ils avaient fait ici? Est-ce qu'ils avaient une usine? Mais néanmoins, il y avait quelques emplois que Samsung générait ici qui permettaient à ce que quelques familles congolaises puissent se retrouver derrière ça. C'est toujours un manque à gagner quand il y a une entreprise comme ça qui ferme boutique et qui rentre chez eux. Donc il faut qu'on crée un écosystème entrepreneurial, non seulement qui favorise les investisseurs qui viennent, mais aussi les jeunes qui émergent dans l'entrepreneuriat, mais qui font l'entrepreneuriat avec conscience, pas juste parce que c'est effet des modes et on a envie de frimer. Eugène Kandolo, nous vous sentons parler avec passion. Vous êtes aussi enseignant, vous êtes formateur, vous guidez cette jeunesse. Eugène, en tant que coach, qu'est-ce que vous pouvez partager à ce jeune concernant l'entrepreneuriat sur le plan homme, les valeurs? Quelles sont les valeurs qu'ils doivent représenter? Et sur le plan reconnaissance de ce qu'ils doivent faire pour réussir l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez le partager pour tous ces jeunes qui nous suivent au Congo-Brazzaville, au Gabon, partout en Afrique? L'une des premières valeurs dans l'entrepreneuriat, c'est savoir oser. Pourquoi je dis savoir oser? Parce que ce n'est pas facile.
Autant pour ceux qui friment, autant pour les autres. Pour les autres, c'est la peur de se dire dans quoi je me jette. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup se sont lancés dans l'entrepreneuriat, soit parce qu'ils ont perdu un boulot, les temps de trouver un autre boulot, ils se font. Mais je veux dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qu'on fait entre deux boulots. Et les temps qu'on trouve un autre boulot et puis on oublie ça. L'entrepreneuriat, ça s'efforge. Il faut avoir des valeurs. Notamment, j'étais en train de dire savoir oser, mais il faut être suffisamment patient parce que ce n'est pas dès que tu commences ta première journée et tu gagnes des millions. Il faut avoir la patience parce que si vous n'êtes pas patient, vous allez vous décourager ou soit vous allez faire ce qu'il ne fallait pas faire parce que vous êtes juste derrière l'argent. Autant l'argent, c'est la conséquence de l'entrepreneuriat, mais il ne faut pas être guidé par le gain facile de l'argent. Sinon, vous allez passer à côté. Il y a lieu de faire aussi l'entrepreneuriat avec ce que j'appelle capitalisme à visage humain. Que des jeunes gens qui veulent juste prendre la revanche sur leurs anciens boss, ou soit les ressembler, parce qu'ils avaient vu une certaine vie, un certain standing chez leurs anciens boss, alors ils disent ils veulent faire juste pour le ressembler. Non. Quand on fait l'entrepreneuriat, on est suffisamment humble, on est consciencieux, on est travailleur, mais on est preneur de risques. L'entrepreneuriat, en fait, c'est un monde des aventuriers. Des gens qui savent s'élancer, deux fois sans savoir où est-ce que vous allez. Deux fois en étant le seul qui croit dans son projet pendant que tout le monde est en train de dire « Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu rêves ou quoi ?» Mais tu es les seuls qui croient, mais il faut y aller. C'est très important, très important. Mais comme je le dis, toute la vie est une école. Il faut apprendre. Il ne faut jamais... L'entrepreneuriat, ce n'est pas un domaine de « je m'en fous ». Il faut écouter ce que les autres disent. Il faut aussi recevoir des remarques, des aînés, des gens qui ont déjà essayé, mais aussi des contemporains pour avancer. C'est très important. Mais aussi, il ne faut jamais avoir honte de demander. Demander et demander. Même si quelqu'un ne vous a pas donné des informations, vous pouvez vous approcher pour demander. Ne demandez pas seulement comment on remplit les formulaires de Tony Elumelu. Demandez aussi d'autres choses importantes qui peuvent raffermir votre entreprise et c'est très important. Mais comment aussi, bon, nous tendons déjà vers la fin, vous avez tellement soulevé ce point des bourses, des formulaires, Tony Elumelu. Mais est-ce que c'est aussi à ces entreprises-là, des incubateurs de compétences, des incubateurs par rapport à la formation des entreprises. Est-ce que ce n'est pas aussi ces entreprises-là qui ne donnent pas un vrai contenu, une véritable vision, qui ne comprennent pas aussi cette question d'entrepreneuriat et ils font du copier-coller qu'ils ont trouvé par exemple au Burkina Faso, qu'ils ont trouvé au Nigeria et ils viennent de faire le copier-coller par exemple ici sans avoir aucune vision. Ce n'est pas mauvais d'imiter. Le monde, l'évolution du monde et toute notre existence est basée sur ça. Je me rappelle toujours de mon cours d'expression orale écrite. On me dit qu'il y a 3 verbes. Écouter, imiter et émettre que l'on fait. Donc, ça veut dire tout ce que nous faisons dans la nature est d'abord fruit de l'imitation. Ce n'est pas mauvais d'imiter, mais on imite pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Tout ce que vous voyez ici qui pullule des labs, des incubateurs, ce n'est pas une invention congolaise. On a vu ça toujours quelque part et on a adapté. Le problème, c'est comment vous adaptez par rapport à votre contexte. Vous avez bien dit de poser la question si ce ne sont pas aussi ces entreprises qui déroutent les jeunes. J'ai toujours dit l'entrepreneur, c'est une liberté. Dès lors qu'on commence à te dire, un peu comme pour les artistes, il faut faire absolument comme ça, c'est que tu perds ta liberté. C'est la liberté de faire le design, c'est la liberté d'orienter, c'est la liberté de faire les concepts. Et généralement, les concours, on vous oriente. Ça veut dire, on vous dit, vous devez juste avoir des projets sur l'agriculture, vous devez juste avoir des projets sur tel domaine, et du coup, vous perdez. Du coup, vous cherchez à vous conformer. Est-ce que tout le monde est appelé seulement à entreprendre dans l'agriculture? Non. Je crois qu'à un entrepreneur, il est donné la liberté d'entreprendre. Et la liberté d'entreprendre, c'est de choisir les domaines qui te plaisent. Malheureusement, quand les financeurs viennent, quand les bailleurs de fonds viennent, quand ceux qui demandent à ce que vous puissiez leur présenter le business plan viennent, ils vous disent lesquels des domaines, eux, ils financent. Et les jeunes, sans être forcément appelés à ça, ils s'adaptent, ils veulent s'adapter à ça. L'adaptation n'est pas mauvaise, mais en réalité, est-ce que vous avez les compétences? On ne peut pas devenir ce qu'on n'a jamais été programmé pour être. Vous pouvez mieux faire que Facebook. Si vous n'avez jamais été programmé à être un grand patron des réseaux comme ça, vous ne le serez pas. Il n'y a pas eu que Facebook. À l'époque où nous avons commencé, il y avait beaucoup de médias sociaux. Il y a eu i5, il y a eu Keklo, il y a eu
Bado. Nous tous, nous avions des comptes là-bas. C'est parti où il y en a même qui avaient sorti avant Facebook. Donc il faut avoir aussi la chose. Il faut sentir. Un entrepreneur a un flair intuitif. Il n'investit pas dans un domaine parce que ça fait la mode. Parce que c'est les domaines où on dit, bon voilà, l'avenir du Congo, c'est l'économie verte et puis tu vas là-bas. Non. Il faut sentir la chose en toi. J'ai toujours dit, je ne vendrai jamais des braises parce que je ne sens pas à moi l'idée de le faire. Je ne sens pas la chose qui me pousse. Il faut faire la chose pour laquelle tu as été programmé. Chaque personne devrait rentrer en lui, découvrir le pourquoi de son existence et il sera bien orienté. Et j'ai une petite question. Je vais demander un financement. Je vais dans un concours, je gagne. Mais les banques qui donnent des fonds pour accompagner les entrepreneurs, ça aussi c'est un concours? Les banques qui donnent les fonds, ça ne vient pas chaque jour. Donc, vous pouvez aller vérifier. Je vais avoir un emprunt. Voilà. Oui. Vous pouvez aller vérifier, ça ne vient pas chaque jour. C'est vrai que pour commencer une entreprise, on ne peut pas te donner de l'argent. Les banques donnent d'abord de l'argent aux entreprises qui existent déjà. Mais il faut avoir de gages. J'ai fait une consultance pendant un temps pour le Fonds national des microfinances. Eux, ils avaient un programme avec une méthode qu'ils appelaient MEIA, les micro-entreprises associatives. Donc, vous devrez vous mettre ensemble à 4 ou à 6 et eux, ils prennent pour vous un fonds, un financement, et ils appelaient leur méthode, c'est le financement clé à main. Ça veut dire qu'ils vous accompagnent, ils ne vous donnent pas du coup le fonds. Ils vous donnent une partie des fonds pour faire quelque chose. À une autre étape, ils vous donnent et ils font le suivi. Et après, il y aura de retour. Encore une fois, ils avaient des domaines bien précis. Et à mon sens, je pense que la liberté entrepreneuriale était limitée. Parce qu'il fallait que ce soit les jeunes qui font la pisciculture. Si ce n'est pas ta vocation, qu'est-ce que tu fais? Il fallait que ce soit des jeunes qui font des champs, j'ai visité des champs Cana et trucs. Il fallait que ce soit des jeunes qui vont dans la boulangerie. Tout ceci est bien. C'est une façon de pouvoir aider la jeunesse. Mais ça frise, ça empêche la liberté entrepreneuriale, le sens de l'imagination qui a fait émerger les IBM, le Facebook. Si en fait on avait orienté, canalisé Mark Zuckerberg, il n'aurait pas fait Facebook. S'il était allé chercher le financement dès le départ chez quelqu'un, il aurait dit enlève ceci dans ton business plan, mets ceci, oriente ceci, montre-moi tes bureaux qui n'avaient pas. Parce qu'aujourd'hui, avec la question de business plan, il y a un point important dans le business plan. Tu dois dire là où se trouvent tes bureaux physiques. Or, si tu n'en as pas, donc on ne te finance pas. Et dans le business plan, tu dois faire le bilan de départ. Si tu n'as pas de comptable, parce que ces comptables, il faut que tu les payes. Si tu ne connais pas la comptabilité, donc tu ne commences pas. Or, dans l'histoire de IBM, on vous racontera qu'ils ont fait du porte-à-porte. Ils ont fait d'abord 6 ordinateurs. Et ils ont vendu. Aujourd'hui, vous connaissez l'histoire. Quand Mark Zuckerberg, c'est des gens qui ont commencé dans des garages, qui n'avaient pas de bureau. Alors, on doit empêcher aux gens qui rêvent de commencer juste parce qu'ils n'ont pas de bureau. C'est des questions que l'on se pose. Alors, moi, je me dis, il faut oser, il faut savoir financer son projet, il faut savoir mûrir son idée et lui donner des jambes. Et c'est possible. On peut commencer même avec un petit rien et faire rêver et atteindre de grands objectifs et devenir stable. Eugène Kandolo, nous tendons déjà, c'est la fin de notre entretien, si riche, avec passion. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans Data Market concernant la question « Oser l'entrepreneuriat » ? En fait, Oser l'entrepreneuriat, c'est un livre que nous avons coécrit avec un ami, je l'ai dit en introduction, Jean-René Pilou Junior, qui lui, en fait, il vit au Canada, c'est un économiste. On a fait une sorte de conjugaison entre les grandes théories, les grands principes, avec la réalité sur terrain. C'est un livre focus d'abord sur la RDC. Oser l'entrepreneuriat en RDC, archétype d'une génération de rupture. Les livres avaient aussi l'ambition de scinder, de mettre un peu en exergue quelques jeunes qui, dans cet écosystème entrepreneurial, il y a ces problèmes qui ont su d'une façon ou d'une autre sortir la tête du lot. Ce livre parle des problèmes réels de la République démocratique du Congo, du contexte dans lequel les jeunes sont appelés à entreprendre. Mais il leur donne aussi des outils, un certain nombre d'astuces pour pouvoir bien se comporter dans cet environnement où il y a effet des modes, mais aussi amateurisme et éclat qui à un certain moment fait que beaucoup de jeunes entrepreneurs disparaissent et restent juste sur leur nuage de l'euphorie sans réellement créer des services et avoir des bénéfices pour assurer leur croissance. Merci Eugène Kandolo pour votre participation au magazine Data Market. Merci à toute mon équipe de Data Market. Là, je vois Guigui Pouloulou, je vois Toms Bievanga, je vois le réalisateur José Golf Matadi. Merci à
Gladys King Famela qui a monté ces images de manière harmonieuse. Merci à Kin 24 Télévision. Merci à l'honorable Clément Zao. Merci à l'agence Dan V qui nous accompagne. Et un grand merci à l'agence Esnac Prod Premium.